Messieurs, bonsoir, bonjour, merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques, Carrefour d'analyse, dans ce numéro spécial qui va parler essentiellement de questions d'actualité. Les questions d'actualité, il s'agit des consultations présidentielles convoquées par le chef de l'État congolais en vue de préparer le terrain au dialogue politique, dialogue qui ne cesse pas l'unanimité dans la place politique. Nous allons faire le point dans ce magazine. Nous ferons également le point d'autres grandes questions d'actualité qui concernent la République démocratique du Congo. Et à la barre aujourd'hui, nous serons dans le système d'entretien avec Monsieur Georges Maruinet. Lui qui a fait un bout de temps, vous ne l'avez pas découvert, mais il réapparaît dans les médias. C'est avec Carrefour d'analyse. Monsieur Georges Maruinet, bienvenue. Merci, José. Bien, on va évidemment commencer avec vous par la question qui concerne le dialogue. Ce sera la première question politique. Georges Maruinet est pour ou contre le dialogue dans le format actuel? Merci beaucoup, monsieur José Maruinet. Je crois que l'émission est politique, parce qu'il s'agit d'une émission politique et nous ne pouvons pas la démarrer sans pour autant présenter nos condoléances à la famille du président fédéral de l'UDPS. Papa Kitoulé, Jean Kitoulé Lumwe. Notre père, vraiment, nous avons été choqués par sa mort. Vous comprenez vous-même que la politique, c'est qu'elle est, et il a perdu sa vie, nous regrettons, et nous allons continuer à le regretter. Condoléances à toute la famille de l'UDPS, à toute la famille, sa famille biologique. Vraiment, nous sommes d'accord avec eux, et qu'est-ce qu'on peut poser? Alors, la première question, tel que je le disais, elle cadre avec le dialogue. Maruinet Georges, pour ou contre le dialogue? Merci beaucoup. Je pense que je ne peux pas vraiment nager à deux, trois fois, parce que je crois que c'est une question qui est très sensible et qui nécessite des positions claires, comme j'ai constaté le cardinal Mosengo et le vice-président Rouberois et autres responsables qui tiennent vraiment à sauver la démocratie dans notre pays, c'est-à-dire concernant ma position, je suis pour le dialogue à une seule condition, parce que moi j'ai remis en question le dialogue, parce que le problème du dialogue se pose à quelques jours seulement des élections présidentielles. Comme on connaît, il n'y a jamais eu un chef d'État au monde qui a toujours pris des engagements d'aller à une quelconque discussion sans pour autant avoir la maîtrise du résultat. Donc la crainte qu'on avait d'aller à ce dialogue, c'est un peu éviter des charlatans qui risquent d'aller trouver des moyens faciles où ils pouvaient facilement se retrouver dans un gouvernement de transition qui prendrait peut-être du temps jusqu'au-delà du délai constitutionnel. C'est-à-dire, je suis pour le dialogue si le dialogue respecte le délai constitutionnel en ce qui concerne les élections présidentielles en 2016. Pour vous, la priorité, c'est le délai constitutionnel ou l'organisation d'une élection transparente? Parce que s'il faut parler des élections transparentes, il y a des normes qui sont requises, même s'il faut qu'on aille au-delà de 2016, mais qu'il y ait quand même de bonnes élections. Justement, voilà là où moi je suis pour le dialogue. C'est-à-dire, avec le dialogue, nous allons décrypter un certain nombre de choses par rapport à la discussion sur un calendrier consensuel. Vous pensez que... Mais le calendrier est déjà là. Le calendrier est déjà là, personne n'en disconvient. Vous savez que nous avons des problèmes. Il y a des réformes qui ont intervenu dans notre pays, en commençant par, comment dirais-je, le découpage territorial. Vous voyez que ça demande beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent. Au moins 30 milliards de dollars pour installer la nouvelle province. Au moins, nous avons un budget de 8 milliards non mobilisé. Parce que lorsqu'on parle de mobilisation d'un budget, c'est une prévision. Demandez si dans la caisse du gouvernement central, il y a 8 milliards. Depuis le vote de cette loi financière à l'Assemblée nationale. Donc comprenez que nous devons parler des choses réelles et réalistes. Parler du calendrier, oui, le calendrier doit être consensuel. On doit supprimer le local, on doit supprimer les municipales. Pourquoi supprimer le local? Chaque fois, depuis 2001, on ne faisait même pas... Parce que la légitimité doit commencer par la base. J'ai dit ceci. On a eu des élections présidentielles. Vous avez parlé de la légitimité. Depuis, on a commencé avec le cycle électoral en 2006. On n'a jamais pensé à organiser ces élections. Or, le vrai problème ne se pose pas à la base comme vous prétendez le dire. Le vrai problème se passe au niveau de celui qui est censé respecter les lois, la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution dans son ensemble.
le président de la République. Voilà pourquoi nous tenons. Si une fois il y a de l'ordre au niveau de la présidence de la République, en tant qu'institution, nous avons une présidence qui respecte le mandat, le cycle électoral, un président qui est dans son délai, pas un président qui est dans un glissement. C'est-à-dire le président va veiller à ce que le reste des élections s'organisent dans le délai qu'il faut. Donc pour éviter ce qu'on appelle le glissement, il ne faut pas tenir de tels langages aujourd'hui. Nous parler des élections à la base, nous parler des locales et municipales. Moi, je pense qui sont aussi très importantes, M. Georges. Personne n'en disconvient. Personne n'en disconvient. Le grand problème est que nous évitons le glissement, M. Joseph Kendi. Nous évitons le glissement. Et pour éviter le glissement, il ne faut même pas faire cas au municipal et au local. Parce que les gens ne veulent même pas fonctionner avec des bourgmestres de maires qui sont nommés. Mais écoutez, depuis l'occasion est là pour permettre à la population de les élire. Je n'en disconviens pas, monsieur. Ça, c'est votre position. Moi, j'ai la position, la mienne en tant que journaliste. Vous allez amener vos recherches. Mais je dis ceci. Il n'y a pas de problème. La majorité a toujours géré la territoriale seule depuis 2006. Nous donnons encore la chance à cette même majorité présidentielle de garder ces postes-là jusqu'en 2017. Parce que si nous avons les élections présidentielles en 2016, c'est pensé à organiser les locales en 2017. Et là, à ce moment-là, il y aura un budget clair qui va prévoir tout ça, qui est pensé à organiser des élections qui ne sont même pas budgétisées. C'est ça le problème de ce José Mukendi. Parler des élections, oui. Lorsque vous parlez des élections, vous ne présentez pas les budgets qui vont couvrir ces élections-là. C'est un problème. Voilà la crainte d'un glissement. Donc on doit parler des choses d'une manière sincère. Il ne faut pas commencer à utiliser des mots pour essayer un peu d'imposer une cacophonie là où les téléspectateurs ou la population ne maîtrise rien du tout. C'est-à-dire, vous voulez parler des élections, personne n'est contre. Parce que qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui? C'est le fait de présenter des élections avec un calendrier serré, là où on ne comprend pas, l'argent viendra d'où? Le timing. Donc, on est en train de noter de beaucoup de choses. Voilà pourquoi on demandait le calendrier global. Le calendrier global dont on demandait là, il ne s'agissait pas des élections municipales et locales, parce que depuis 2006, on n'a jamais fait cas à ça. Il ne faut pas attendre lorsque les gens craignent un glissement, vous voulez nous imposer tout ce cycle électoral là dans une année. Alors, ça ne va pas. Que dites-vous par rapport à ceux qui pensent que dialogue oui, mais qu'il y ait par exemple une transition peut-être d'une année pour bien préparer les prochaines élections, une transition qui peut respecter le délai constitutionnel? Mais je crois que là, il n'y a même pas de débat. Moi, je suis pour cette transition-là. Mais je vais m'expliquer pourquoi je suis pour cette transition. C'est-à-dire, je reviens sur le bazar communautaire qu'on a eu à Kinshasa, que vous appelez concertation nationale. Là où moi j'ai pris part. Là où moi j'ai pris part, j'étais concertateur à Kinshasa. Il y a eu des recommandations qui sont sorties. On doit éviter que tel groupe prend part et tel autre groupe ne prend part à de telles initiatives. Ça risque de sortir des recommandations et après nous rentrons encore dans des problèmes. Il faut qu'on fasse des choses comme on a eu avec Sun City, là où tout le monde avait pris part. Mais s'il y avait des gens qui ont boycotté le gouvernement de Sun City, ça les engage parce qu'ils sont signataires de ces accords de Sun City. Ceux-là qui avaient refusé par après. Donc là, ça ne pose même pas débat. C'est de même avec le dialogue. J'invite tout le monde à intégrer le dialogue. Mais là où ça frustre, c'est lorsque vous voyez, il y a une cacophonie qui vient de s'installer. Je prends l'exemple de l'UDPS qui tenait à tout prix d'aller au dialogue. Parce que pour des autres formations... Aller au dialogue dans le format de l'accord d'Addis Abeba. C'est ce que j'ai dit, dans le format d'accord d'Addis Abeba. Voilà maintenant la déception de l'UDPS aujourd'hui. C'est parce que les termes de référence de ce dialogue ne sont pas clairs. L'UDPS qui disait tout que nous voulons aller au dialogue aujourd'hui, l'UDPS tente de se rétracter. Pour quelle raison? Je vais m'expliquer. L'UDPS se rétracte pour une simple raison. Parce que nous tous, nous étions en train d'accuser l'UDPS pour favoriser le pouvoir en place d'opérer un glissement. C'est-à-dire maintenir le président de la République au-delà de son mandat qui lui est reconnu par la Constitution. C'est-à-dire au-delà de 2016. Parce que ce que nous voulons, c'est avoir des élections crédibles en 2016, les élections législatives et présidentielles qui doivent absolument être couplées. Donc, aller au-delà de ça, c'est un glissement. Or, quand on accusait l'UDPS, c'est-à-dire l'UDPS n'a pas compris le jeu. Effectivement, ça a même créé des fissures, des divisions au sein du parti, parce qu'une branche des combattants de l'UDPS ont estimé que le président, au bout de son mandat, nous ne voyons pas en quoi nous pouvons aller à ce dialogue. Or, l'intention ou la crainte était de voir un membre de l'UDPS occuper le poste de premier ministre. J'ai dit ceci. Il n'y a pas de problème. L'UDPS avait réclamé le dialogue lorsque l'UDPS avait contesté les élections de 2011. Maintenant, l'accord d'Addis Abeba a prévu aussi les élections.
après avoir prévu par l'accord d'Addis Abeba, le pouvoir de Kinshasa n'était pas pour ce dialogue-là. Maintenant, dans la perspective de pouvoir opérer un glissement, aujourd'hui, on nous parle du dialogue. Je vais bien m'expliquer. On nous parle aujourd'hui du dialogue. Et ce dialogue-là, ça crée un danger de la part de l'UDPS, qui a même refusé de participer dans les institutions actuelles pour raison de tricherie. Parce que pour l'UDPS, les raisons que l'UDPS a avancées, c'était la tricherie. Le président a triché, c'est Tshisekedi qui a été élu, c'est ça les raisons qu'ils ont données. Mais nous avons été surpris de voir l'UDPS s'engager, l'UDPS s'est précipité en demandant le dialogue. Et nous avons dit qu'est-ce qui se cache derrière, avec tous les problèmes qu'on connaît, que le président Tshisekedi ne parlait pas, il parlait à travers sa femme et son fils. C'est déjà un problème qui a fissuré davantage l'UDPS. Qu'est-ce que ça veut dire vous, je suis en train de dire, parce que justement, vous et moi je suis vraiment un grand analyste, je n'ai jamais suivi le président Tshisekedi prendre des positions engagées, et même son état de santé, je ne le connais pas. Je connais l'état de santé de Tshisekedi quand il a quitté Kinshasa dans un avion médicalisé. Personne à l'UDPS ne maîtrise la santé de Tshisekedi aujourd'hui pour raconter aux membres de l'UDPS que voilà ce que Tshisekedi a dit. Le message que Télé 54 nous fait passer aujourd'hui, c'est la demande de Tshisekedi d'un dialogue en 2011. Nous ne maîtrisons pas l'état de santé de Tshisekedi. Mais c'est peut-être pas le secrétaire général du parti qui gère au quotidien les affaires. J'ai dit ceci, moi je parlais du leader charismatique Tshisekedi, le président national de l'UDPS. Même s'il y a dialogue, on ne va pas dialoguer avec le secrétaire général. On doit dialoguer avec le président Tshisekedi. Il peut en préciser. Mais justement, reste savoir autour. Voilà pourquoi j'ai parlé autour. Bon, vous voulez parler de son état d'esprit. Pour ceux-là qui pensent comme moi d'aller au dialogue, mais avec un esprit clair. Aller au dialogue avec l'esprit d'organiser les élections présidentielles et législatives en 2016. Même ça va sauver la démocratie dans notre pays. Mais que si la transition respecte le délai constitutionnel, là, moi, je parlerai d'une ouverture politique réelle du président Kabila. Et là où il y a un acte clair d'engagement qui explique que à partir du mois de juin, il y aura un gouvernement de cohésion nationale comme il l'a fait avec les concertations nationales, pour qui va arriver jusque 3 mois avant les élections présidentielles de 2016. C'est-à-dire au mois de septembre 2016. Pratiquement une année, 3 mois. Donc là, ça va réellement prouver l'esprit d'ouverture que prend le président de la République. Mais si c'est chercher une transition qui va aller au-delà de 2016, voilà le glissement. Et là, on n'est pas d'accord. Tout ce que nous sommes en train de lutter aujourd'hui, c'est chercher à ce qu'il n'y ait pas glissement. Et pourquoi vous défendez le fait qu'il n'y ait pas de glissement, M. Mawini? Qu'est-ce qui est caché derrière? Justement, moi je suis un légaliste et aussi quelqu'un qui croit à la vie après la mort. Le problème, je vais m'expliquer. Vous savez que le président Kabila a prêté serment devant Dieu et devant la nation. Là où il s'est engagé à respecter cette constitution. C'est-à-dire, moi, Joseph Kabila, élu président de la République démocratique du Congo, je jure devant Dieu et devant la nation. Le président Kabila ne peut pas entrer en conflit avec Dieu parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. Ici, sur la terre, nous serons jugés au ciel, chacun selon ses actes sur la terre. Vous savez, lorsque vous vous rebellez contre Dieu, c'est un problème. Qui vous dit que le président aura une tâche facile de gestion parce qu'il a déjà pris un engagement devant Dieu et devant la nation. Vous pouvez peut-être tromper la nation, mais pas Dieu. Or, Dieu lui-même nous dit ceci. Le pouvoir vient de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le peuple qui vous vote, c'est ça Dieu. Donc vous ne pouvez pas tromper et Dieu et la nation. Donc tromper Dieu doublement. C'est ça le problème. Donc pour cela, justement, il faut qu'il y ait un respect de la Constitution. Moi, je suis en train de voir. Parce que vous savez, lorsque nous allons nous retrouver au ciel, monsieur José, Dieu va juger chacun selon ses actes. Tout ce que vous avez fait sur la terre, vous serez jugé là-bas. Même ceux qui sont en train de perdre leur temps, en train de tuer les autres pour des raisons X ou Y. Je vous dis, nous allons nous retrouver un jour dans la chambre de purgatoire pour chercher à savoir qui a tué qui. Toi, tu m'avais tué, toi, tu avais... C'est ça la réalité. Donc, on ne peut pas s'en passer de ce que nous vivons sur la terre. Vanité de vanité. Il y a une vie après la présidence de la République. Nous devons nous dire des choses. Voilà, nous les Georges Mawini, qui continuons à dire la vérité au président. Pas ceux qui veulent faire la vie derrière le président en lui disant ceci: Monsieur le Président, vous avez encore la possibilité de vous maintenir, vous êtes jeune, vous pouvez tout faire. Ça, c'est l'induire à l'erreur. Parce que le président sera devant son Dieu. Tout le monde sera jugé à sa manière. Nous n'allons pas nous retrouver dans un stade comme celui de Mazembe, celui de Lupopo, pour que je
commence à nous juger ensemble, vous le parti de Mazembe, ou vous le parti de l'UDPS, ou peut-être non. Chacun sera jugé selon ses actes. Donc, moi, aimant bien le président Kabila, avec l'histoire, avec l'esprit de la démocratie qu'il a amené dans notre pays, voilà ma crainte. Je ne peux pas accepter que le président Kabila et sa famille soient sacrifiés pour avoir fait des choses qui n'étaient pas dans la parole de Dieu sur la terre. Donc c'est sur le plan spirituel que j'ai voulu développer un peu cette histoire. Mais néanmoins, rentrons sur le plan politique, c'est ça l'aspect constitutionnel. Ouais. Cette constitution-là doit être respectée. Et si par exemple, il y a toujours des gens qui se posent des questions là où ils sont, est-ce que Kabila a dit qu'il va se maintenir au pouvoir? J'ai dit non. Nous sommes en train de parler en termes de la réalité des choses. Parce que si le président ne s'engage pas, comme il l'a dit dans la prestation de son serment, de pouvoir organiser l'élection dans le délai qu'il faut, c'est-à-dire le président crée un glissement. Et ce glissement-là va lui profiter, c'est-à-dire qu'il n'organise rien, il ne ménage aucun effort afin d'organiser l'élection en 2016 pour se maintenir au pouvoir en attendant le président qui viendra. Si lui n'a pas la volonté d'organiser les élections, il peut se maintenir même 10 ans, 20 ans. Alors, en attendant celui qui viendra, et celui qui viendra, il viendra comment si lui ne sait pas. Qu'est-ce que vous dites par exemple par rapport à ces consultations présidentielles qui sont annoncées? C'est peut-être déjà un signe qu'il y a une certaine volonté d'aller rapidement au dialogue. Et après le dialogue, évidemment, les élections, même d'ailleurs, Monseigneur, l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Passigna l'a dit, après l'entretien avec le chef de l'État, le dialogue vite, mais qui a une délai, donc le respect du délai constitutionnel. Oui, moi j'ai pris très responsable les propos du cardinal Mosengo. C'était des propos responsables, non seulement Mosengo et aussi Azaria Souloubengo. Ils ont à dire au président, et j'ai été content lorsque j'ai lu sur le compte Twitter de Mosengo lorsqu'il a dit, si tous les acteurs politiques arrivent à parler au président de la République pendant ces consultations, de respecter les élections dans le délai constitutionnel, je pense que le président de la République tiendra compte de ça. Donc au lieu d'aller flatter le président, le pouvoir ne viendra pas de ces consultations-là. Le pouvoir vient du peuple. Donc respectons le cycle électoral que nous avons eu grâce aux engagements du président Kabila avec l'organisation des élections en 2006. C'est-à-dire nous avons déjà entamé un cycle électoral qui nous prouve comment nous sommes sur le chemin d'un peuple respecté, des autorités qui sont issues des urnes, pas des élections, des autorités qui sont nommées, qui sont désignées. C'est ça le problème. Donc, nous voulons sauver la démocratie. Et sauver la démocratie, c'est par le respect des textes. Là où tout le monde doit savoir, avoir une justice juste, une justice qui profite à toute la population. Un État qui n'a pas de justice, c'est un État qui est mort. Que chercher, c'est lui qui parle contre la révision constitutionnelle, c'est celui qui pêche, c'est celui qui doit être en prison, c'est celui de... Non, c'est pas comme ça. Vous savez que la justice divine, elle existe. Si vous avez voulu charger votre conjoint, vous voulez lui coller des choses qu'il n'a pas faites, sachez que vous aussi, vous allez vous les trouver. Raison pour laquelle il y a un adage qui dit, tout se paye ici-bas. Alors, M. Mobiné, on va rester dans ce registre de dialogue, peut-être avant de refermer et d'aborder notre aspect. On constate, par exemple, à l'opposition aujourd'hui, une certaine divergence de vues entre notamment l'UNC, l'UDPS, par rapport à ce dialogue. À quel niveau vous situez ou vous analysez ces divergences de vues? Justement, moi, je ne peux pas condamner l'UNC aujourd'hui avec sa position. Par contre, je vais maintenant encourager le président de l'UNC d'aller dire ce qu'il pense face à face. Mais lui ne veut pas. J'ai dit ceci. Le président Kamere, c'est un politique averti. Kamere est un intellectuel, il sait lire les choses, il maîtrise bien les rouages de la famille actuelle de la majorité présidentielle. Kamere, en dehors d'abord d'être président de l'Assemblée nationale, Kamere est un ami du président de la République. Kamere connaît les méthodologies dans la famille présidentielle actuellement. Quand Kamere a dit « je refuse d'aller à ce dialogue », c'est par la crainte de tomber à un glissement. Vous comprenez? Voilà le danger que... Voilà ça, peut-être votre analyse. Je pense que si l'accord d'aller au dialogue, c'est peut-être par rapport à la présence de l'UDPS, parce que Kamere est devant l'UDPS, peut-être qu'il ne va pas baiser... Non, là, moi je pense que... certaine opinion passe. Non, moi je ne vois pas dans ce sens-là. Moi je suis en train de voir Kamere militer pour le bonheur du peuple congolais. Je ne vois pas Vital Kamere mener son combat par rapport à l'UDPS. Il n'a jamais pensé à ça. Il faut bien lire l'homme. Le problème de Kamere, l'UDPS veut aller dans son chemin. Tout le monde connaît. Quelle est cette opposition en aide de ce que l'UDPS a déjà accepté? Voilà les défauts aussi de l'UDPS. Donc, voilà aussi Kinshasa a compris que tout ce que nous allons vouloir faire en ce qui concerne ce dialogue, les gens de l'opposition vont se diviser davantage. Moi, avec l'histoire politique que j'ai, je n'ai jamais vu un président gagner seul les élections au monde. On gagne toujours les élections par des alliances. J'ai vu
comment dirais-je, l'occasion en or qu'on a donnée à l'UDPS en 2011 de former les alliances pour affronter le président Kabila parce que les élections étaient à un tour. L'UDPS a refusé de se rallier. Qu'est-ce que vous insinuez? Voilà, ceci. Nous sommes partis donc les gens de l'opposition sont partis en solo et comme résultat, le président qui avait la majorité présidentielle a gagné. L'opposition qui est allée d'une manière dispersée a perdu et la majorité savait cela avant. Et aujourd'hui, rentrer sur il y a une lueur d'espoir. Non, justement, on peut aller au dialogue d'une manière dispersée. Ça n'a pas de problème. Le problème est que d'abord... Il y aura des contestations parce que quelqu'un n'ira pas. Il va continuer à contester. J'ai dit ceci. Le problème du dialogue, le problème ce n'est pas lorsque Kamere dit je suis d'accord pour que quelque chose s'engage la nation, s'engage l'opposition, non. C'est son point de vue. Kamere, c'est son point de vue. Kamere peut ne pas aller au dialogue. Mais si les résultats du dialogue est d'organiser les élections législatives et présidentielles dans le délai constitutionnel, je crois que ça sera encore la victoire de Kamere. Donc il ne faut pas vous en faire de problème parce que Kamere dit ceci. Raison pour laquelle moi je vous ai dit ceci. À mon niveau, je n'ai qu'à conseiller au président Kamere d'accepter ce dialogue. C'est-à-dire d'abord accepter les consultations, aller dire des choses au président de la République en face, que de les dire en dehors. Vous comprenez? C'est-à-dire, le président Kamere a la langue facile, et c'est un intellectuel, c'est un diplomate, il a toutes les qualités. Justement, il n'a qu'à aller se faire entendre auprès du chef, aller lui expliquer, monsieur le président, voilà mon souci, il y a ça, il y a ça. Libérez d'abord tous vos prisonniers politiques que vous avez mis à Makala ou dans différents centres hospitaliers. Voilà les choses qui vous me rappelez encore une certaine autre contradiction au début. Oui. Le refus du président Kamere d'aller au dialogue, c'était qu'il y ait une libération des prisonniers politiques. Justement. Plus tard, il change son langage, il dit ça va favoriser le glissement. Voilà là où il faut donner raison à Kabila. Si réellement nous allons au dialogue, nous ne pouvons pas aller au dialogue avec un juge parti. Je m'explique. Le président Kabila qui a annoncé le dialogue, quelques temps après, il commence à consulter les gens. Or, lui aussi, il fait partie des gens qui doivent aller dialoguer. Lui, il se met au-dessus de la mêlée, il commence à consulter, c'est-à-dire qui va dialoguer contre qui. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est ce que je veux m'expliquer. Non, justement, c'est ceci. Réellement, l'esprit du dialogue et l'esprit de l'accord cadre de l'Addis Abeba, c'est-à-dire ça peut se passer sur le bon office de Nations Unies. Est-ce que tu me comprends? Donc le président... C'est conformément à l'accord cadre. C'est ce que je... Ma question est simplement... Non, écoute, c'est ce que je suis en train de dire. Le président de la République a les prérogatives de convoquer un dialogue, mais pas dans le sens où il y a un problème qui se pose, où lui est soupçonné de manœuvrer afin que son mandat puisse bénéficier d'un glissement. C'est ça, c'est-à-dire le président Kabila pour l'instant, il est aussi en conflit. Donc, pour éviter cela, le président Kabila, lui, pour rassurer un peu le peuple, voilà ce que j'étais en train de dire concernant l'UDPS. L'UDPS se rétracte par rapport à ça. Comment expliquer que nous voulons aller au dialogue avec le président Kabila et le président Kabila commence à nous consulter? Voilà encore le danger. Donc l'UDPS risque encore aujourd'hui de se réveiller, voilà, de se réveiller pour dire non, voilà, et nous ne voyons pas clair dans cette histoire. Raison pour laquelle je vous ai dit, on doit avoir des termes de référence qui sont clairs. Voilà, nous allons au dialogue, il y a ça. Lorsque les termes de référence ne sont pas clairs, on vous invite, venez, nous devons dialoguer, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Vous ne maîtrisez pas l'agenda caché. Voilà la crainte du glissement. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Moi, je suis pour le dialogue, à une seule condition. Et ce que nous sommes en train de dire... C'est ça le grand problème. Il n'y a pas un autre. Parce que si on ne respecte pas le délai constitutionnel, nous risquons de tomber dans des guerres civiles, nous risquons de connaître les situations comme en Centrafrique, là où ça sera des situations communautaires, ce qui n'est pas une bonne situation, avec tous les efforts que le président a fournis depuis 2001 pour réunifier le pays, pour amener la stabilité, pour amener la paix et les perdre pour une simple raison, parce qu'il y a des vautours autour de lui. Voilà, je reviens sur ce que je vous avais dit. Ceux-là qui estiment que le président peut aller au-delà de son mandat, ils ne l'aiment pas. Pourquoi? Je reviens sur l'aspect de prendre un engagement vis-à-vis des dieux. Eux, ils n'ont jamais pris un tel engagement. Ils se préservent. Mais monsieur le président, vous savez que vous êtes jeune, vous pouvez vous maintenir davantage. Lui n'a jamais pris un tel engagement devant Dieu, devant la nation. Mais le président qui a cette responsabilité-là, qui n'engage que sa personne, eux, ils se cachent derrière lui. C'est-à-dire, même si tout ce qui va arriver à Kabila et tout entrer en conflit avec Dieu, ça ne nous regarde pas, nous sommes sur la terre. Non. Tout ce que nous allons faire sur la terre, ça va nous suivre. Alors, ce jour, nous allons parler cette fois-ci de la question du découpage. Nous allons parler peut-être des notre aspects avant de chuter. Découpage, la RDC, évidemment, doit entrer dans ce processus où
l'on va quitter des 11 à 26 provinces, ça veut dire 25 plus la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, vous pensez que ce processus de découpage est un pari gagné parce qu'il va rapprocher les gouverneurs des gouvernés? Pari gagné comment? Parce que nous avons déjà les premières difficultés qui se sont signalées, en commençant par le travail de nos fonctionnaires. Ils ne savent pas travailler parce qu'il n'y a pas d'argent. Pour celui qui maîtrise bien la, comment dirais-je, la territoriale dans notre pays, je crois que les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Il faut avoir les deux pieds sur la terre. Moi, je crois que tous ceux-là qui ont travaillé à ce que ce découpage soit précipité, je ne pense pas qu'ils ont bien réfléchi. Le travail des hauts fonctionnaires n'est pas encore fait jusqu'aujourd'hui. Au moment où nous sommes déjà à, je crois, 26 jours du délai qui a été arrêté dans la loi promulguant les nouvelles provinces. C'est-à-dire, dans 26 jours, nous sommes censés entrer dans les nouvelles provinces. Mais le travail des hauts fonctionnaires n'a jamais été fait. Et vous, pour vous, c'est impossible? D'une manière... Dans le délai qui reste? Je dis c'est impossible. D'une manière claire, le découpage nécessite au moins 30 milliards de dollars. Avec un budget de 8 milliards non mobilisé. Pour sa réussite. 30 milliards de dollars. Mais avec un budget de 8 milliards non mobilisé. Est-ce que vous êtes réellement sûr que nous pouvons en arriver? Je donne un petit exemple. Monsieur José Mukendi, toi tu as 11 enfants chez toi à la maison. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de possibilités de pouvoir envoyer tes enfants à l'école, les nourrir et les vêtir. Il y a ton grand frère qui vient de mourir, je ne le souhaite pas, c'est l'exemple que je donne, ta tante ou ton jeune frère qui vient de se perdre. Vous avez au moins 3 membres de la famille qui viennent de perdre leur vie. Directement, ils ont laissé aussi des enfants. On regarde dans la famille, vous êtes les seuls qui êtes à mesure de pouvoir garder les enfants de vos frères et sœurs qui sont morts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eux aussi, à toi, ils ont fait 11 ans. Ils ont fait, comment dirais-je, 11 plus 26 moins 11, ça me fait combien 24, 14. Vous comprenez, prenez les 14 plus les 11. 26 provinces, 26 enfants à votre charge. Ce qui fait 26 provinces. J'ai dit ceci. 26 provinces. Avec 11 enfants, vous n'êtes pas en mesure de les nourrir, les métiers, les envoyer à l'école. 26, vous saurez. C'est le problème que connaît la RDC aujourd'hui. Donc il ne fallait pas s'aventurer dans ce sens-là. Ou vous voulez passer en force pour essayer d'habiller les choses, vous allez créer une crise en interne. Donc il y a des choses qu'il faut... Vous êtes sur le découpage, M. Mabini, il faut reconnaître qu'il a... J'ai dit ceci, le découpage a ses points positifs. C'est lui de rapprocher les gouvernants et gouvernés. C'est théorique sur le plan pratique, papa. J'ai dit, par rapport aux moyens, même notre budget de 2015. Mais si le gouvernement va mobiliser, c'est faux là, M. Mabini. J'ai dit ceci, monsieur José. Nous sommes tous passés par l'école. Nous avons la maîtrise du cours des finances publiques qu'on donne à partir du 2e graduat. On nous enseigne les cours de finances. La prévision budgétaire. J'ai dit c'est la prévision budgétaire. Tout est dedans. Et il y a une loi financière de 2015 que tout le monde connaît. Nulle part c'est écrit découpage territorial. Voilà pourquoi ça bloque, même pour payer tous ces hauts fonctionnaires. Pour mettre en œuvre l'application de cette loi-là, c'est impossible. Vous allez sortir l'argent où? Quand tu me dis l'argent on peut mobiliser l'argent. On peut mobiliser où? Parce que déjà le budget est voté, tout le monde connaît le budget. Cet argent va tomber d'où? C'est ça le problème. Donc il ne faut pas qu'on se trompe. On doit se dire des choses en face. Si toi tu me parles de la mobilisation serait faite avant pour qu'on inclue ça dans le budget. Mais on va commencer à mobiliser. Si on commence à mobiliser aujourd'hui, c'est pour appliquer ça en 2017. Qu'est-ce qui doit être fait seulement? Mais ce qui doit être fait seulement, c'est retirer. Pourquoi retirer? Parce que c'est une si on ne sait pas inscription légale, c'est prévu par la Constitution. C'est prévu par la Constitution, j'ai dit, vous pouvez prévoir quelque chose, vous voulez l'appliquer sans moyen, et cette application ne va pas se faire. Que faire alors? Vous allez garder cette constitutionnalité là-bas. Voilà les gens qui ont mal travaillé. Ils ont voulu précipiter les choses en proposant une loi au président de la République qui risque de lui créer des problèmes. Voilà les problèmes que cette loi-là crée au président. Si le président va nous dire, voilà, moi j'ai mis l'argent dans telle banque pour faire appliquer le découpage, nous allons dire oui. Et nous allons lui poser aussi des questions. C'est pas parce que le président nous dit, c'est une parole d'évangile. Non, nous allons lui dire, mais monsieur le président, cet argent vient d'où? Parce que nous, notre référence, notre miroir, c'est le budget. C'est ça. Alors, on va évoluer. Vous estimez que
Donc cette ordonnance doit être retirée pour faute de moyens. Justement. Alors, ou profiter, par exemple, des prétextes avec le dialogue. Là où quelqu'un proposera cela, vous allez vous rendre compte que tous les acteurs politiques et même ceux de la société civile seront d'accord pour l'arrêter du découpage d'abord. C'est-à-dire, ce n'est pas question de retarder, de retirer, c'est question de retarder. S'ils veulent nécessairement appliquer, qu'ils retardent d'abord. Et je ne pense pas que ce retard-là va nous prendre même 5 ans. Parce que je vous ai très bien expliqué, le découpage en soi nécessite 30 milliards de dollars. Alors, dans les 15 dernières minutes, M. Mahuné, on va parler de vous. Mahuné Georges, autrefois, on l'a connu comme vice-président national de PPRD. Il a rétracté vers la société civile. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on retient définitivement de vous? Vous êtes à la société civile ou vous avez une appartenance politique? Merci beaucoup, M. José. D'ailleurs, je m'attendais à une telle question. Jamais toi, tu peux terminer une émission avec un chevronné comme moi sans poser une telle question. Et je crois que même pour les téléspectateurs, ils veulent en savoir plus. Je dois vous dire ceci, mes chers amis. Nous sommes en train, la politique elle est dynamique. Nous sommes en train d'évoluer dans un spectre où il faut créer des innovations. Bien sûr, j'ai été vice-président national à la Génération du PPRD. J'avais pris soin de démissionner parce que j'avais estimé que mon parti avait comme plan de maintenir le président au-delà du délai constitutionnel. Parce que c'était ça ma raison. La raison de mon départ du PPRD. Et quand j'avais vite compris que nous ne pouvons pas évoluer comme ça, moi j'ai toujours prôné l'alternance. Moi, quand j'avais adhéré au PPRD, à l'époque, j'avais une mission. J'avais trouvé dans le chef du président Kabila qu'il avait des bonnes idées pour construire le pays, pour faire. Il a beaucoup fait pour ce pays. Si nous avons les élections aujourd'hui, c'est grâce au président Kabila. On ne peut pas oublier cela. Voilà les pistes. C'est mettre sur son actif. Justement, c'est mettre sur son actif. Donc nous ne pouvons pas mettre ça de côté. Donc Kabila s'est investi à créer une stabilité et à reconstruire ce pays. Nous lui devons respect et honneur pour ça. Et là où moi je n'ai pas été d'accord avec mon parti, c'est lorsque mon parti veut à tout prix maintenir mon parti, bien évidemment à l'époque, tenait à tout prix à maintenir le président au-delà du mandat qui lui est reconnu par Dieu et par la loi fondamentale. Et moi je me suis dit non, je ne peux pas laisser le président Kabila entrer en rébellion avec Dieu. Et par conséquent, s'il y a des gens qui sont majoritaires, qui veulent à tout prix appliquer ce passage en force, moi, je me suis retiré. Et ce n'est pas un secret, pour X, pour Y, je vous dis que je suis candidat député de l'Union des fédéralistes du Congo, de l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Donc, comprenez que c'est comme ça. Et je ne peux pas être toujours de la majorité. J'ai dit ceci. Il ne faut pas me parler des choses que moi, je ne veux pas parler ici. Vous voulez dire quoi exactement? J'ai dit ceci. Moi, Georges, j'ai d'abord ce qu'on appelle une indépendance d'esprit. J'ai ma vision. Je suis candidat, député, provincial de l'UNAFEC. Point. Mais parler de la majorité, c'est ça, ça m'engage que le président national qui va vous expliquer sur l'engagement de l'UNAFEC vis-à-vis de la majorité. L'UNAFEC, si l'UNAFEC est dans la majorité ou dans l'opposition ou chez les centristes, ça ne m'engage pas. Moi, j'ai adhéré à l'UNAFEC. Vous n'avez pas adhéré à l'idéologie de l'UNAFEC, vous avez adhéré juste pour défendre politique. C'est-à-dire, lorsque j'ai adhéré à l'UNAFEC, c'est-à-dire, je suis pour l'UNAFEC. C'est tout ce que vous devez mettre. Donc, même l'idéologie de l'UNAFEC, d'appartenir à la J'ai dit, mon cher ami, je dois être très clair, je suis de l'UNAFEC. C'est tout ce que vous devez me tenir. Voilà ma couleur politique. Alors, très compris. On va parler de la société civile. La société civile, M. Mahuné, où se pose également un autre problème. Politique, dans notre temps, vous êtes président du conseil provincial de la jeunesse. Et là, c'est aussi notre problème. Comment concilier les deux en même temps politique et responsable du conseil provincial de la jeunesse? Mon cher ami, cette question ne nécessite même pas un débat. J'ai été vice-président national de la Ligue des jeunes du PPRD sur l'ensemble du pays. J'étais le vice-ministre national du PPRD à l'époque. Aujourd'hui, et j'étais président de la structure que vous venez de citer. Je viens de quitter le PPRD pour un autre parti politique. Et cela constitue un problème. Et je vais vous renvoyer sur les textes légaux. Nulle part c'est écrit lorsque vous êtes dans un parti politique. Vous ne pouvez pas diriger
le conseil de la jeunesse. C'est écrit nulle part. C'est-à-dire là-bas, ce n'est pas le conseil de la jeunesse, n'est pas une structure de la société civile. Il faut lire et demander à tous ceux qui veulent comprendre d'aller fouiller les informations. Si pas quelle est l'origine? Non, écoutez, la société civile, effectivement, la société civile ne nous accordait que le cadre. Il faut être clair, c'est-à-dire il y a une salle là-bas que la société civile savait donner aux organisations. Même vous, quand vous avez votre réunion des journalistes, vous avez la société civile, vous accordez. Mais vous êtes une structure des jeunes qui, toutes les structures doivent. C'est-à-dire dans cette structure-là, il n'y a pas seulement Georges Mawine, il y a les jeunes de l'UDPS, il y a les jeunes de l'UNAFEC, il y a les jeunes du PPRD, il y a les jeunes du MLC, il y a les jeunes du PALU, donc tout le monde, c'est-à-dire, dans le parti politique, vous êtes membre dans votre parti politique, mais vous avez aussi une association. Pour faire partir de cette structure-là que vous venez de me citer, il faut appartenir à une association. Or, appartenir à une association, on ne demande pas à quelqu'un de renoncer à son adhésion dans un parti politique. Est-ce que vous m'écoutez? Vous n'allez pas me dire que si vous êtes dans le PPRD, vous ne pouvez pas entrer dans une église catholique. Vous êtes du MLC, vous ne pouvez pas entrer dans l'église orthodoxe. Ce n'est pas dit comme ça, papa. Vous pouvez être dans le PPRD, vous entrez dans l'église catholique. Vous pouvez être dans l'UDPS, vous entrez dans l'église kimbanguiste. Donc, il n'y a aucun débat. Donc, ne confondez pas les choses. C'est un problème d'interprétation des textes. Et donc, vous confirmez que vous continuez à être le président du conseil provincial de l'ES? Mais ça n'a jamais posé aucun problème. Est-ce qu'il y a fait un problème là-bas? Que dites-vous de ceux qui pensent que le conseil provincial de l'ES, au lieu d'être une structure technique qui doit initier des projets pour la jeunesse, et tend à être beaucoup plus politique, notamment avec une politisation en quelque sorte? Comment ils vont initier les politiques des jeunes quand ils ne maîtrisent pas les aspects politiques? C'est impossible. Tout c'est la politique. Moi, je demande aux jeunes aujourd'hui d'intégrer... Donc le conseil est politique et non politique? Non, je dis ceci. Allez-y. Le conseil est une structure qui est créée par les politiques. C'est le ministère... Notamment par le ministère de la jeunesse. Mais vous avez les réponses. Pourquoi vous voulez me poser de trop? Parce que les réponses, vous les avez. Vous avez besoin de donner ces réponses. Mais justement, je dis ceci, ce n'est pas une structure de la société civile pour ceux qui ne maîtrisent pas. Le conseil provincial de la jeunesse est une structure étatique créée sous l'initiative du ministère national de la jeunesse. Ça n'a rien à voir avec la société civile. Nulle part. Et la société ne peut jamais se réclamer, ne peut jamais réclamer le conseil de la jeunesse. Alors, on va peut-être évoluer, peut-être poursuivre un résumé. Nous avons parlé de dialogue politique avec les consultations présidentielles. Georges Mariné qui a changé de couleur aujourd'hui. UNAFEC, même si vous ne le dites pas tacitement que vous êtes de la majorité. Alors, quel résumé on peut retenir en 3 minutes, M. Georges Mariné? Merci beaucoup. Je pense que nous devons rentrer sur nos valeurs républicaines. Nous devons nous engager. Pour ce que vous avez parlé concernant ma couleur politique, effectivement, je ne peux jamais aller même à la députation en solitaire. Je ne peux pas aller en indépendance. Il faut toujours entrer sur une liste. Voilà tous ceux-là qui s'est caché hier avant-hier, c'est tous dans des partis politiques aujourd'hui. Donc comprenez que, et nous ne pouvons pas être en dehors de la politique, parce que c'est la politique qui dirige, c'est la politique qui sort des lois. Je ne peux pas laisser les gens qui n'ont pas la maîtrise de la vie des jeunes au pays aller au Parlement pour ne pas aller parler des jeunes. Donc je préfère, jeune que je suis, parce que je milite toujours pour la motion de la jeunesse, d'entrer dans une famille politique, parce que ce sont les politiques qui nous sortent des lois. Vous comprenez? Donc je ne peux pas sortir des lois à la société civile. Je dois aller sortir des lois au Parlement. Et pour aller au Parlement, il faut toujours passer par un parti politique. Dialogue politique. Voilà. Dialogue politique, je pense que nous devons accepter le dialogue pour l'instant. J'invite tous ceux-là qui continuent encore à douter du dialogue, comme le président a déjà amorcé les consultations, qu'ils aillent parler en face au président de la République. Nous voilà, nous voulons, nous acceptons les dialogues que vous initiez, accord cadre d'Addis Abeba ou pas accord cadre d'Addis Abeba, qu'on discute avec vous sur les délais constitutionnels concernant les élections de 2016. Parce que le grand problème se pose à ce niveau-là. Nous ne voulons pas que le président organise ce dialogue pour qu'il se maintienne au-delà de son mandat qui lui est reconnu par la loi fondamentale. En dehors de ça, nous ne pouvons pas aussi accepter qu'il y ait des tumultes dans notre pays. Je crois que, j'espère que le président Kabila, avec cette connotation d'un pacificateur, d'un rassembleur, que nous ne cessons de lire sur différentes chaînes de télévision, qu'il fasse preuve de ça. C'est-à-dire, tout ce que les Congolais attendent aujourd'hui, c'est le président de la République prendre position, tenir un discours à la nation, là où il va se prononcer
calmement, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent me poser la question, est-ce que le président s'est déjà prononcé? Je vais encore leur donner cette réponse. Est-on vraiment sérieux de me poser la question si le président de la République s'est déjà prononcé ou pas? Il en est de son obligation de pouvoir éclairer l'opinion parce qu'il y a quelque chose qui bloque la machine politique dans notre pays, c'est-à-dire la position. Il doit éclairer quoi? Parce que son mandat est en cours. Mais personne n'est contre le mandat du président. C'est-à-dire, ce que moi je ne cesse de dire, le président de la République a une légalité qu'il continue à garder jusqu'à aujourd'hui. Et si il ne veut pas, si il ne sait pas, il va au-delà de 2016, il risque de créer l'illégitimité qui se définit par une confiance qu'un peuple donne à une autorité. C'est-à-dire, lorsque le président Kabila va se retrouver au-delà de 2016, il sera un président illégitime. Or, aujourd'hui, c'est un président, justement, aujourd'hui, le président de la République est dans la légalité et dans la légitimité. Il faut maîtriser le concept de légalité et le concept de légitimité. Merci, M. Georges Marinet. Je me referme. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous avez été défiés sur différentes questions que nous avons traitées. Merci à M. Georges Marinet d'avoir accepté la invitation. On se retrouve dimanche prochain sous le coup de 20h30. La rediffusion, ce sera lundi à 14h. Bonsoir, chers.